Bonjour à tous. Après avoir présenté quelques premières notions à propos d'une expérience, puis de plan d'expérience, j'ai eu envie d'illustrer mes propos précédents par quelques applications. La première d'entre elles concerne les éléments principaux rencontrés lors de la mise en œuvre et lors de l'analyse d'un plan factoriel complet. Ce premier exemple est issu de l'industrie céramique. Il va tenter d'expliquer l'impact de paramètres de fabrication, plus particulièrement sur une performance mécanique du grès. Le grès est un subtil mélange de matières minérales qui, après façonnage et cuisson, trouve des applications pour des céramiques sanitaires, dans les arts de la table ou encore pour du carrelage. Les paramètres de fabrication sont désignés sous le nom de facteurs dans le contexte des plans d'expérience. On trouve dans cette étude 3 facteurs tels que la teneur en feldspath, la température ou encore un temps. Dans la description d'un problème, les facteurs forment les grandes arêtes d'un diagramme d'Ishikawa. À l'extrémité droite de cette arête de poisson, on reporte les réponses dont on souhaite expliquer et mieux comprendre les variations. On retrouve ici des propriétés physiques comme l'absorption d'eau, la densité ou le retrait, mais également des propriétés mécaniques comme la résistance en flexion. Seule cette réponse sera prise en considération dans cette présentation. Expliquer les variations d'une réponse pour mieux comprendre les effets des facteurs nécessite de provoquer des changements de niveau pour les facteurs au cours de l'expérience. On aimerait ainsi quantifier la variation de la résistance en flexion lorsque la teneur en feldspath passe de 20% à 40%. On va affecter à minima 2 niveaux par facteur et c'est l'origine de la notation 2 puissance 3 dans laquelle le chiffre 2 représente le nombre de niveaux pris en compte dans l'étude et le chiffre 3 représente le nombre de facteurs mis en œuvre. On attend de la mise en œuvre de cette expérience une meilleure comparaison du rôle des paramètres de réglage. Ce rôle sera quantifié à partir des effets des facteurs, mais grâce à la mise en œuvre d'un plan factoriel complet, ces effets seront déclinés en 2 grandes familles. Les effets principaux d'une part et les interactions d'autre part. Dès lors que l'on dispose maintenant du nombre de facteurs et du nombre de niveaux, il est possible de définir le domaine expérimental à partir des combinaisons réalisables à l'aide des niveaux des facteurs. Dans le cas présent, le domaine expérimental est matérialisable schématiquement à partir des 8 sommets d'un cube, chacun des sommets représentant un traitement expérimental potentiel. On peut associer dans le traitement que vous voyez apparaître à la figure une température de 1250 degrés Celsius à une teneur en feldspath de 40% et un temps de 120 minutes. On peut associer dans cet autre traitement une teneur en feldspath de 20% à une température de cuisson de 1150 degrés Celsius et à un temps de 10 minutes. Un plan factoriel dit complet consiste à faire toutes les combinaisons possibles au sein du domaine expérimental, ce qui se traduit dans cet exemple par la mise en œuvre de 8 traitements expérimentaux distincts. La nature des traitements expérimentaux est regroupée dans un tableau, à partir duquel il est facile de vérifier une propriété qui caractérise un nombre de plans destinés à l'estimation des effets des facteurs. Il s'agit de la propriété d'orthogonalité. Il existe plusieurs manières de vérifier cette propriété, la plus simple d'entre elles étant sans doute de construire et de renseigner des tableaux de contingence. On construit un tableau de contingence pour chaque paire de colonnes du tableau précédent et on reporte dans les cellules de ce tableau le nombre de combinaisons envisagées dans le plan d'expérience en croisant les niveaux des facteurs. On s'apprête ainsi à mettre en œuvre 2 traitements expérimentaux en associant une teneur en feldspath de 20% à une température de cuisson égale à 1150 degrés. Dans un tableau de contingence, il est nécessaire que toutes les cellules soient remplies par la même constante
pour satisfaire à la définition d'un arrangement orthogonal. Et il faut vérifier cette propriété pour toutes les paires de facteurs. Pourquoi, me direz-vous, faut-il privilégier les arrangements orthogonaux? Eh bien, il simplifie l'analyse des variations de la réponse en ne faisant appel qu'à des calculs de moyenne arithmétique. Les esprits les plus connaisseurs savent qu'un arrangement orthogonal traduit l'absence de covariance, ce qui simplifie grandement l'interprétation des résultats. Les estimations des effets des facteurs seront ainsi indépendantes. Pour chacun des 8 traitements expérimentaux, les auteurs ont mesuré la résistance en flexion. On a imposé dans le tableau de gauche des variations et on a observé dans le tableau de droite des variations. Un modèle additif dans notre cas doit permettre de relier les causes aux effets. Les différents termes de ce modèle seront détaillés plus tard, mais d'ores et déjà, on imagine que la lettre E doit faire référence à un effet principal, tandis que la lettre I doit faire référence à une interaction. Avant tout calcul, je suggère de commencer par le traçage, puis l'analyse de la fonction de répartition empirique des valeurs mesurées. Cette fonction montre sous la forme d'un nuage de points comment les valeurs de la réponse sont réparties entre la plus petite et la plus grande d'entre elles. On peut alors associer une couleur aux points en fonction des niveaux d'un facteur donné. Les 4 points coloriés en gris représentent les valeurs mesurées pour les traitements expérimentaux ayant nécessité, lors de leur mise en œuvre, une teneur en feldspath égale à 20%. Les 4 points coloriés en orange représentent les valeurs mesurées pour la réponse lorsque, lors de la mise en œuvre des traitements expérimentaux, on a adopté une teneur en feldspath égale à 40%. Les 2 traits verticaux permettent de positionner les moyennes de chacun de ces sous-ensembles, et la différence entre ces 2 traits représente l'effet principal du facteur étudié. On peut retrouver cet effet principal à partir de la représentation du domaine expérimental. On observe ainsi en moyenne une augmentation de 8 mégapascales pour la résistance en flexion lorsqu'on remplace dans la formulation du Gray 20% de feldspath par 40%. On réitère cette analyse pour chacun des facteurs et plus la distance entre les traits verticaux est grande, plus l'effet principal est important. L'utilisation des fonctions de répartition permet de s'approprier progressivement les données et leurs variations avant de se précipiter dans une phase calculatoire. Je dis souvent que comparer consiste à mettre côte à côte et à la même échelle ce que l'on veut comparer. On va donc rassembler les informations sur un seul et même graphique désigné sous le nom de tracé des effets principaux. L'analyse de cette figure, dont la construction, je le rappelle, ne s'appuie uniquement que sur des calculs de moyenne arithmétique. Cette figure conduit à une hiérarchie des effets principaux. Dans cette étude, c'est le changement de niveau de température qui provoque, toujours en moyenne, la plus grande variation de la résistance en flexion pour le grès. Quand on s'intéresse au plan d'expérience, on passe souvent du temps dans un espace mathématique au sein duquel on estime les paramètres des modèles, que ce soit avec un tableur ou à l'aide d'un logiciel dédié. Il faut déplacer les colonnes depuis l'espace industriel vers un espace mathématique qui ignore, vous vous en doutez, absolument tout des propriétés des feldspaths ou encore de la température. Ce transfert fait appel à des relations de codage, dont l'objectif consiste à faciliter les calculs et la mise en œuvre des outils offerts par l'algèbre linéaire. C'est à Frank Yates que l'on doit la notation adimensionnelle, -1 plus 1, qui associe la valeur -1 au premier niveau de chacun des facteurs et la valeur +1 au second niveau. Ces valeurs sont consignées dans un tableau qui va constituer ce que l'on appelle la matrice de plan
ou encore la matrice du modèle. La première colonne de ce tableau est complétée par la valeur plus 1 et les 4 premières colonnes de cette matrice permettront de calculer les coefficients traduisant d'une part la valeur de la constante du modèle additif et d'autre part les effets principaux des 3 facteurs. Mais un plan factoriel complet permet également d'estimer toutes les interactions. En effectuant le produit des valeurs reportées dans les colonnes XA et XB sur chacune des lignes, on génère une nouvelle colonne qui permettra de calculer un coefficient traduisant l'interaction entre les facteurs A et B, à savoir la teneur en feldspath et la température de cuisson. Cette interaction est notée symboliquement grand I indice AB dans l'écriture générique du modèle additif. On reproduit la démarche pour les autres paires de colonnes et l'on peut même compléter cette matrice par une dernière colonne en faisant le produit ligne à ligne des valeurs mentionnées dans les colonnes XA, XB et XC. L'objet de l'analyse mathématique va être d'estimer les coefficients du modèle, que ce soit à l'aide d'une simple machine à calculer, d'un tableur ou d'un logiciel dédié. L'analyse mathématique va renvoyer des valeurs de coefficients que l'on peut reporter sous forme d'un diagramme en bâton par exemple. Il convient alors de faire le lien avec le besoin industriel. Ce dernier consiste à comprendre le rôle des paramètres de réglage au travers des effets principaux des facteurs et des interactions. On remarque, mais attention à une généralisation un peu trop rapide, que les effets principaux sont égaux au double des coefficients. Alors, qu'en est-il des coefficients associés à l'estimation des interactions ? Plus le coefficient associé à une action est petit en valeur absolue, que ce soit pour un effet principal ou une interaction, plus la conséquence de cette action sera faible et sans doute non significative. C'est ainsi qu'apparaissent dans la suite de la démarche la mise en œuvre d'outils et de méthodes statistiques visant à se prononcer sur le caractère significativement différent de zéro ou non de tel ou tel coefficient. Idéalement, il conviendrait de disposer de répétitions pour chacun des traitements expérimentaux, afin de distinguer dans les variations observées ce qui relève de l'aléatoire et ce qui est assignable au changement de niveau des facteurs. Quand ce n'est pas le cas, comme dans cet exemple, on peut recourir à des méthodes graphiques, dont l'hypothèse consiste à dire qu'aucune des actions n'est significative et que les coefficients sont alors distribués suivant une loi normale centrée sur la valeur 0. Lorsqu'on s'intéresse à la valeur absolue des coefficients, on fait appel à une loi semi-normale et il convient de prendre en compte, pour construire un graphique, sous forme d'un nuage de points, cette loi semi-normale. Les points les mieux alignés sur une droite passant par l'origine et dont la pente est laissée à l'initiative des utilisateurs représentent les coefficients et donc les actions non significatives. Plus les points sont éloignés de la droite, comme le point B, le point C, le point A ou encore le point AC, plus l'action sera importante. On retrouve ici la hiérarchie des effets principaux et l'analyse de ce graphique invite à envisager la représentation de l'interaction entre les facteurs A et C. Pour représenter une interaction, le plus simple consiste à recourir encore une fois à un tableau de contingence. On reporte dans chacune des cellules de ce tableau la moyenne arithmétique des valeurs observées pour chacune des combinaisons de niveau de facteurs. Ainsi, pour une teneur en feldspath de 20% et un temps de 10 minutes, on va faire la moyenne des deux valeurs 7 et 25 et on va remplir de la même manière les autres cellules de ce tableau. Les 4 valeurs ainsi trouvées sont reportées sur un graphique appelé tracé des interactions. Ce tracé permet de préciser les effets principaux d'un facteur en fonction des niveaux d'un second facteur. Ainsi, l'effet d'une augmentation du dosage en feldspath est plus important lorsque l'on travaille avec un temps long
de 120 minutes par rapport à un temps court de 10 minutes. On reviendra sur le calcul des interactions et leur interprétation dans de futures capsules vidéo. De manière générale, faire toutes les combinaisons de facteurs à deux niveaux peut rapidement atteindre des limites et les ressources disponibles affectées à une étude. Et c'est pour cette raison qu'il est rare d'aller au-delà de la prise en compte de 5 facteurs avec des plans factoriels complets de type 2 puissance k. La prochaine capsule vidéo s'intéressera donc au plan factoriel fractionnaire qui, comme leur nom l'indique, nécessite la mise en œuvre seulement d'une fraction régulière d'un plan complet.